Bonjour et bienvenue sur le webinaire Parents branchés sur le thème de la sexualité des adolescents à l'ère du numérique. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de couper vos micros afin que nous puissions échanger sans interférence. Nous vous donnerons la parole sans problème à la fin de cette intervention. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, je vais faire une petite présentation, introduction. Et nous allons avoir par la suite 4 intervenants qui vont prendre la parole les uns après les autres. Et nous finirons du coup par l'intervention, on va dire, questions. Donc pendant ces questions, n'hésitez pas à lever la main et puis ensuite à activer votre micro. Donc ce webinaire est animé par l'association Horizon Multimédia. Donc Horizon Multimédia, c'est 26 ans d'existence. Nous intervenons surtout autour du champ de la prévention et sur 3 volets: auprès des enfants, des jeunes, auprès des parents et auprès des professionnels de la santé. Donc Horizon Multimédia, c'est environ 800 interventions sur toute la région PACA, du cycle 1 jusqu'au cycle 3, on fait même des lycéens mais dans un autre cadre. C'est environ une centaine d'interventions auprès des parents, donc sur 2 types de réunions, pour les parents dont les enfants entre 1 et 6 ans, donc du coup plutôt école maternelle et crèche, et pour les parents dont les enfants entre 7 et 16 ans, donc plutôt adolescence, préadolescence, et ensuite la formation des professionnels sur l'usage médiatique et numérique, sur l'impact des écrans sur la santé. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin et je vous donnerai mon adresse mail pour que l'on puisse échanger. Nous allons du coup commencer par une petite vidéo introductive que notre cher intervenant va pouvoir lancer. Il va aussi mettre le lien de cette vidéo dans le fil de conversation. N'hésitez pas à aller cliquer dessus si vous n'avez pas accès en lecture par mon collègue. Je vous remercie. Je vais donner du coup maintenant la parole à Julien, notre manager intervenant sur la région PACA et notre formateur du coup des formations professionnalisantes, pour vous donner quelques petits chiffres. Alors, l'idée effectivement, quand on parle d'un sujet, c'est de le contextualiser et que de mieux que quelques chiffres pour en parler. Aujourd'hui, la France est le 5e pays consommateur de pornographie en 2020, derrière les États-Unis, l'Angleterre, l'Inde et le Japon. 34% des jeunes de 13-17 ans affirment avoir déjà dragué sur Instagram, donc être dans un process de séduction via les réseaux sociaux. 86% des garçons et 83% des filles ont déjà regardé aujourd'hui un porno. 21% des 12-24 ans consomment du porno au moins une fois par semaine. Ça montre un petit peu finalement la place qu'a cette thématique dans la vie des jeunes et dans leur apprentissage. Donc on peut estimer que c'est quand même assez présent aujourd'hui, les sexualités et la pornographie, pour pouvoir en parler. C'est quelque chose qu'il faut développer auprès des jeunes. Alors, pour parler forcément de sexualité et de e-sexualité, c'est bien d'en connaître la définition. C'est Héloïse, notre intervenante sur le 83 et sur le 13, qui va se charger de vous donner cette définition. Alors bonjour à tous, donc la sexualité, ça va être tout ce qui est les pratiques caractère sexuel qu'on va retrouver en ligne. Ça peut être la consommation de porno, ça peut être l'envoi de photos dénudées, ce qu'on va appeler les nudes, l'envoi de photos de parties intimes, les dick pics, et puis ça peut être la drague, tout ce qui est séduction, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, via évidemment les sites pornographiques. Voilà. Ça va prendre tout ce qu'on retrouve en termes de sexualité sur Internet. Et je vous redonne la parole. Merci Héloïse. Donc, nous allons maintenant voir les 2 parties que je vous avais proposées sur
sur mon mail, qui sont du coup l'hypersexualisation des jeunes et l'accès au contenu pornographique. On va commencer du coup par l'hypersexualisation. Je pense qu'à la fin de ce gros chapitre sur l'hypersexualisation, on vous donnera la parole. Et ensuite, sur la pornographie, on vous donnera aussi la parole pour que vous ne perdiez pas vos questions. On finira du coup par les outils et par les structures d'accompagnement et on retournera sur des questions. Je vais donner la parole du coup à Joanne, notre intervenant sur le 84, sur le Vaucluse. Merci Joanne, il va du coup prendre la parole sur l'hypersexualisation des jeunes. Alors donc bonjour à tous. Donc en effet, le sujet de l'hypersexualisation des jeunes, c'est un sujet assez important aujourd'hui et omniprésent, notamment sur Internet, dans nos interventions, pardon. Et donc en effet, on va en parler un petit peu. Donc alors qu'est-ce que l'hypersexualisation? En fait, c'est aujourd'hui la représentation sexuée des adolescents et des enfants, notamment des filles particulièrement, à travers tout ce qui est habillement, maquillage, posture, donc tout ce qui va avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des stéréotypes de masculinité, de féminité qui sont très très présents sur Internet, notamment. Voilà. Et alors, on parle d'hypersexualisation parce qu'il y a la surenchère à la sexualité qui envahit tous les aspects de notre quotidien, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les publicités, que ce soit les émissions de télé, que ce soit donc plein de choses comme ça. Donc on se rend compte qu'en fait aujourd'hui, quasiment tout autour de nous est sexualisé. Donc en effet, du coup, les enfants qui sont également présents sur tous ces réseaux-là, surtout Internet et aussi sur la télévision, sont en permanence exposés à ça et ça va avoir forcément un impact sur leur comportement, sur leurs habitudes, sur leur façon d'agir. Voilà. Alors pourquoi c'est un phénomène? Parce que c'est un phénomène qui est largement inspiré de la pornographie, donc c'est un problème aujourd'hui parce que vu qu'elle est fondamentalement sexiste, on utilise le corps des femmes souvent et parfois des hommes pour mettre en avant des choses plutôt intimes. Donc c'est vrai que du coup, le fait que les publicitaires, que les stars d'internet, que tout ce qui est, même les jeux vidéo, tout ce qui est autour de nous utilise ce format maintenant pour attirer, faire des vues, donc forcément ça crée un souci qui fait que les jeunes sont exposés de plus en plus tôt du coup, à des contenus pseudo-pornographiques pour le coup. Voilà. Alors les supports qui sont principalement utilisés pour l'hypersexualisation, bien sûr, c'est la télévision, on le voit via les publicités par exemple, on le voit depuis plus récemment avec l'exploitation de MeToo, avec tout ce qui est les bisous forcés, les attouchements forcés lors des émissions télévisées où on en rigole, ça aurait été humoristique, soi-disant, mais aujourd'hui, en effet, il y a des cas qui sont mis au grand jour d'attouchement non autorisé, de problèmes d'humiliation envers les femmes dans ces émissions, par exemple. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est la télé-réalité. Voilà, aujourd'hui, toutes les émissions de télé-réalité, que ce soit les Marseillais, les Ch'tis, les Anges, tout ce qui va avec, toutes ces émissions-là sont autour de la sexualité. C'est tout ce qui est dispute et sexualité. Voilà, donc on voit bien que c'est beaucoup d'hommes assez bien baraqués, avec tatoués, de femmes chirurgicalisées. Donc en effet, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'émissions que suivent les enfants, parce que quand je vais on en parlera après avec l'exemple de terrain, mais souvent, quand je demande aux enfants quelles sont leurs émissions préférées, ils me sortent des émissions de télé-réalité. En effet, déjà, à 9, 10, 11 et plus, on est très exposé à ça. Et on a aujourd'hui plein d'enfants, garçons et filles, qui disent à l'école et au collège, moi plus tard, je vais être star de télé-réalité. Je veux faire de la télé-réalité. Donc en effet, on est sur des rêves un peu très stéréotypés à ce niveau-là. Également, tout ce qui est sur Internet, bien entendu, parce qu'il y a la pornographie, dont on va parler après. Il y a également tout ce qui est les pop-up publicitaires, donc les petites publicités qui apparaissent à l'écran et qui parfois sont très sexualisées, donc on peut tomber assez facilement dessus. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux aussi, avec les placements de produits, des influenceurs. Donc en effet, on parle beaucoup de la chirurgie, notamment sur les réseaux. Ils mettent en avant des produits, pas forcément pour les enfants aussi. Et également tous les contenus sexués sur les réseaux, tout ce qui est les stories, les TikTok et sur Instagram. Donc en effet, on va voir en extrait aussi que ils vont beaucoup utiliser ça pour se mettre en avant, et parce qu'on sait que c'est ce qui fait le plus de vues sur les réseaux, des contenus un peu sexués. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de contenus sexués faits par notamment les stars de télé-réalité et les gens qui veulent faire des vues et avoir des abonnés sur les réseaux. Et pour finir également, tout ce qui est jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui, les jeux Peggy 18, dont le réalisme visuel est très brillant, donc c'est proche de la réalité, sont aussi utilisés pour tout ce qui est
moments sexuels également, des personnages connus. Donc, on voit ça très souvent aujourd'hui dans les jeux vidéo P18 notamment. Et c'est vrai que dans ces jeux, c'est très réaliste. Donc, ça peut être un peu un équivalent du porno. Parce que ce qu'on voit, on peut le reproduire, on peut s'en inspirer. Et d'ailleurs, on va en parler un peu après pour le coup. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces supports ensemble font que malheureusement, les enfants sont exposés en permanence sur tous les supports à tout ce qui est du contenu un peu sexuel ou sexualisé. Donc l'hypersexualisation, c'est en effet le fait que, à force d'être confronté à tout ça, on va trouver ça normal, je pense que c'est la norme, et il va en découler certaines conséquences. Alors, l'exemple marquant qu'on peut avoir autour de l'hypersexualisation des jeunes, alors il y a notamment, il y a quelques mois de ça maintenant, il y a eu le Z-Event, donc le fameux événement caritatif réunissant des cinquantaines de streamers, donc de youtubeurs, des gens très connus, des enfants. Donc cet événement qui a été suivi par énormément d'enfants, d'adolescents et d'adultes aussi pour le coup, qui, en tant qu'événement caritatif, a fait beaucoup de bruit parce qu'il a récolté quasiment 10 millions d'euros, ce qui est énorme pour un événement caritatif. Et il s'avère qu'à cette occasion, ils ont battu des records d'audience sur Twitch notamment, donc la plateforme où sont diffusés les jeux vidéo et les grosses émissions sur Internet. Et donc, en effet, un des records battus, c'était 453 000 personnes connectées en même temps en train de regarder ce qui se passait en direct dans cette émission. Et à ce moment-là, un des youtubeurs les plus appréciés des enfants a commencé à parler avec une femme qui était venue pour l'occasion, donc c'est une actrice mexicaine, et il a commencé à tenir des propos très sexualisants à son égard. Voilà, donc, bon, je ne sais pas ces traits, mais en effet, vous faisait comprendre qu'il allait se passer des choses après l'émission. Vu qu'elle ne parlait pas français, il a commencé à lui faire dire des choses obscènes en français en parlant de lui. Donc, en effet, elle a été utilisée, elle a été sexualisée pour l'occasion. Et donc, tristement, le record français du plus grand nombre de vues sur ce réseau-là, ça a été lorsqu'un homme très connu s'est attaqué à une femme. Il l'a utilisé comme objet sexuel. Voilà. Donc en effet, ça a créé un très gros souci, un très mauvais buzz derrière pour le coup. Les autres femmes qui étaient présentes dans ce événement caritatif ont dénoncé cette attitude. Et derrière, la réponse a été que ces femmes-là ont été harcelées, menacées sur les réseaux parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on s'attaquait à ce super streamer, à ce super youtubeur alors qu'il faisait quelque chose qui plaisait. Voilà. Donc en effet, ça a créé un très très gros souci. Ça a quand même entaché pas mal l'événement caricatif qui en soi était très bien. Mais pour le coup, ça fait scandale et c'est normal aujourd'hui parce qu'en 2021, on se rend compte que oui, il y a des limites à ne pas franchir et c'est vrai qu'on a du mal à savoir où mettre le haut là. Et pour le coup, ça a été un très très gros souci. C'est que l'un des youtubeurs les plus connus en France s'est amusé à utiliser une femme pour contenu sexuel quelque part, sexualisé. Autre cas très connu récemment, 2020-2021, c'est une des grandes stars de la télé-réalité, à savoir Maëva Guénam. Donc, ces gens-là qui ne sont suivis sur les réseaux que parce qu'ils montrent leur corps dans l'émission et aussi sur les réseaux. En effet, ces gens-là, très souvent, ils mettent en avant tout ce qui est la chirurgie esthétique. Bon, je dis, ça concerne un public assez grand, généralement assez âgé. Bon, en fait, non. On se rend compte qu'ils font de la promotion pour ça déjà auprès des enfants dès 16 ans, à peu près. Mais pourquoi ça a fait beaucoup de bruit récemment? Parce que, en effet, en mettant en avant encore une fois la chirurgie esthétique, elle a simplement dit qu'elle avait fait l'opération par rapport à son vagin, pour le coup, et qu'elle était très contente parce qu'aujourd'hui, elle avait l'impression d'avoir 12 ans grâce à son nouveau vagin, à sa chirurgie dessus. Donc c'est vrai que ça a posé un sacré problème parce que pour le coup, certains l'ont interprété comme un peu une ode à la pédophilie parce qu'en effet, est-ce que c'est normal devant, sachant qu'elle a 3,2 millions d'abonnés sur les réseaux, est-ce que c'est normal de parler d'enfants de 12 ans, donc quoi, c'est l'idéal en termes de sexualité, donc ça crée un très mauvais buzz par rapport à ça. Donc elle a dû s'excuser, bien entendu, mais bon, entendez bien par là qu'en fait, les enfants sans filtre sont confrontés à des gens qui vont parler librement de ça comme si c'était normal. Donc le moment idéal pour le vagin, c'est 12 ans. Donc en effet, c'est des questions qui peuvent aussi se poser sur quel effet ça va avoir sur nos jeunes. Et également sur les gens qui suivent ça, qui disent ah, ça a l'air sympa 12 ans. Donc en effet, c'est un très très gros souci pour nous. Également, il y a eu la mode des crop tops au collège. Donc ça a démarré l'an dernier à la rentrée de septembre 2020, où on s'est rendu compte, ça m'a beaucoup parlé des informations, que beaucoup de jeunes filles voulaient venir habiller à l'école et au collège en crop top. Le crop top, c'est la tenue dont le tissu s'arrête au-dessus du nombril. En effet, ça ne cache plus trop grand-chose pour le coup.
Et c'est vrai que tu t'es posé la question de savoir, oui, est-ce que c'est à l'école, est-ce que c'est à l'État de devoir juger comment une femme doit être habillée à l'école, une jeune fille doit être habillée à l'école, est-ce que ce n'est pas de la discrimination, du sexisme, tout ça. Donc c'est vrai que la question s'est posée. Mais la vraie raison derrière ça, c'est pas que des enfants ont eu subtilement l'idée de vouloir s'habiller en crop top parce qu'il fait trop chaud. Non, c'est qu'en fait, la très grande star de TikTok, qui s'appelle donc Charlie D'Amelio, sa tenue favorite, c'est le crop top. Et en effet, aujourd'hui, c'est une fille qui a démarré à 15 ans sur les réseaux, donc qui est assez jeune, et qui en effet était toujours habillée en tenue assez légère. Elle a fait plus de 100 millions d'abonnés sur le réseau TikTok, et donc en effet, ça a donné comme inspiration aux jeunes filles, si elle est très populaire grâce à ça, il faut être habillé pareil à l'école, pour être populaire aussi. Donc en effet, on a ajouté de nouveaux codes aux enfants qui sont issus directement de ces réseaux-là et qui du coup se répercutent à l'école et au collège. Donc c'est vrai que c'est le gros souci qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'hypersexualisation ne va pas trop loin dans le sens où ça va inciter les enfants à changer leur comportement dans la vie réelle. Parce qu'en effet, quand on est enfant, on ne fait pas forcément la différence entre ce qui se passe sur Internet et la réalité. On le voit pour beaucoup de sujets, malheureusement, de cyberharcèlement et tout ce qui va avec. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on doit leur expliquer aussi que ce qu'ils voient sur les réseaux, ce n'est pas la réalité. Donc, ce travail est compliqué à faire. Donc, c'est vrai que par défaut, ils vont penser que si les anges sont habillés comme ça, sont vêtus comme ça sur Internet, c'est qu'ils sont comme ça dans la vraie vie. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est très dur pour eux de faire la différence entre ce qui est virtuel et ce qui est la réalité. D'où l'histoire des crop tops dans les collèges. Et également, alors pour finir, pour illustrer un peu mon propos, j'aimerais que William nous montre une petite vidéo qu'on vous a préparée sur justement la star de TikTok, la fameuse Charlie D'Amelio, qui a 15 ans, de base, quand elle a commencé à être connue, et les petits enfants qui se connectent sur les réseaux et qui vont vouloir recopier ce que fait cette star. Et donc vous allez voir un peu un extrait de contenu très récurrent sur TikTok, où des enfants vont danser et en fait singer la star Internet. Voilà, donc en effet, comme vous pouvez voir, on voit que les enfants qui ont parfois 7-8 ans vont recopier la tenue, quasiment trait pour trait, la danse aussi de la star du réseau. Donc on tombe sur des vidéos qui sont quand même assez malaisantes pour le coup, parce qu'en effet, bon, on se posera la question des parents qui vont faire ça derrière, mais bon, très souvent, à ces cas-là aussi, il y a des parents qui sont derrière et qui en jouent, qui veulent que leur enfant devienne une star grâce à ça. Bon, ça, c'est encore notre souci. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants donc, qui vont vouloir recopier vestimentairement, dans la posture, ces personnes-là. Donc ça donne une sacrée liste de vidéos qu'on peut voir sur les réseaux. On voit des petits enfants très sexualisés pour le coup. Voilà. Donc voilà, un des principaux soucis de l'hypersexualisation, c'est qu'en effet, on voit qu'aujourd'hui, les enfants sont imprégnés de tout ça. Et vu que ce n'est pas des sites pornographiques où, en effet, il faut avoir 18 ans et plus, où on sait qu'en effet, c'est pas forcément bien à voir, où il y a une limite entre le réel et le virtuel. Là, pour le coup, c'est leur quotidien, c'est présent sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sur lesquels ils vont. Et c'est vrai que du coup, ça crée ce souci-là. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, notamment dans l'évolution des contenus autour de la pédopornographie. À une époque, en effet, la pédopornographie, c'était surtout des vidéos, malheureusement, d'agressions sexuelles sur des enfants. Voilà, ça a toujours été ça, jusqu'à longtemps, la pédopornographie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des réseaux de pédopornographie où, en fait, ils vont juste se partager entre eux des vidéos de jeunes adolescentes, jeunes adolescents, qui, derrière leur écran, vont faire des danses suggestives, des tenues suggestives, parfois pas trop habillées. Voilà, donc c'est vrai qu'on
voit que ça a beaucoup évolué, ce côté-là, et on se rend compte qu'il y a un vrai marché autour de l'hypersexualisation, même à ce niveau-là, très décadent. Voilà. C'est vrai que voilà. Merci Joanne pour ton intervention. Je pense qu'on va laisser la place aux questions maintenant. Je pense que tu feras ton retour terrain pendant les questions. Donc je demande aux personnes de lever la main pour ceux qui le souhaitent si vous avez des questions sur ces sujets-là. À savoir que sur le deuxième chapitre, nous allons voir la pornographie, l'accès à la pornographie ainsi que les outils de protection de nos enfants. Et du coup, les structures d'accompagnement sur la sexualité et la e-sexualité. Je vous laisse lever la main si vous le souhaitez ou alors échanger avec nous sur le fil de conversation. Alors, est-ce qu'il va y avoir des questions? Vous retrouverez toutes les vidéos que l'on a pu vous proposer dans cette fameuse conversation. William, notre collaborateur, a mis les liens directs vers YouTube. Donc voilà. On va encore attendre quelques secondes, savoir si des personnes ont des questions. Ou des remarques, des remarques à faire sur ce que vous vivez, vous, dans les établissements, ce que vous vivez en tant que parent. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des remontées, des remarques sur ce que vous pouvez vivre aussi. Alors, on a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ok. Bon, alors ce que je vous propose, c'est peut-être que l'on passe à la partie suivante. Et s'il y a des questions, on y reviendra. Alors, bonjour, merci. On y reviendra le moment voulu à la fin de la partie. On va donner du coup la parole à Rémi, notre intervenant sur les Bouches-du-Rhône. Je te laisse la parole, Rémi. Il va intervenir sur la pornographie. Voilà, merci Déborah, donc bonjour à tous. Donc pour parler de l'accès au contenu pornographique sur Internet, on peut déjà rebondir sur l'actualité, où en ce moment certains sites pour adultes sont sommés de mettre en place une meilleure vérification de l'âge pour accéder à ces sites. Voilà. L'idée, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il existe des contenus à caractère pornographique sur différentes plateformes sur Internet qui sont utilisées par les jeunes, bien entendu. Ça peut être sur Internet ou directement sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, c'est étonnant, mais en réalité, certains comptes proposent via des stories, des publications, des sollicitations sexuelles. Certains comptes sur ces réseaux renvoient directement à des sites pornographiques dans leur description, leur bio, ok. Certains comptes peuvent être en réalité aussi des faux comptes, comme on parlait tout à l'heure un petit peu Joanne, visant à faire tomber l'utilisateur dans un piège ou même une arnaque. Voici du coup quelques exemples connus de contenus à caractère pornographique qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Donc déjà, il faut savoir que l'algorithme d'Instagram ou les pour toi de TikTok, il suffit d'effectuer en fait des recherches, de regarder des publications, et le réseau social en fait va proposer des contenus similaires. Donc un enfant peut tomber par exemple par hasard, puisque c'est une sélection qui est automatique et en fonction des centres d'intérêt, comme je le disais, ou des tendances, des modes qu'on appelle aussi les challenges. Votre enfant peut tomber sur ce type de contenu. Donc quelque chose qui était très en vogue sur TikTok il y a quelques mois, c'est par exemple le Red Filter Challenge, d'accord. En fait, ça mettait en scène du coup des utilisateurs en sous-vêtements. Il y avait un filtre de couleur qui ne faisait apparaître uniquement que la silhouette. À ce titre, certains internautes du coup proposaient des techniques pour annuler l'effet de ces filtres, d'accord. Okay. Vous doutez bien du coup des dérives qui ont pu apparaître. Voilà. Et donc là, c'est pas la seule. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le Red Filter, c'est un exemple parmi d'autres challenges. On pourrait aussi parler des danses, etc. Même si là, c'est pas directement de la pornographie, c'est plutôt, comme le disait Joanne, des postures suggestives, etc. La plateforme de streaming, donc vidéo Twitch, avec la catégorie Just Chatting ou encore les Hot Tubs, sont des lives en fait en direct où certaines femmes particulièrement sont en bikini dans une piscine. On a noté la popularité de certaines streameuses faisant aussi par exemple des séances de yoga, on appelait ça le yoga paint, c'était très en mode sur Twitch.
Il y a une streameuse voilà, très connue qui s'appelle Amourante par exemple, qui a connu un bond d'abonnés suite à ce type de live, où elle était, voilà, comme je vous disais, dans une piscine, etc., devant la caméra. Voilà. Donc contrairement aux idées reçues sur les sites, des contenus pornographiques, ils n'ont pas uniquement lieu sur des sites spécialisés, mais ils peuvent donc apparaître sur Internet au fil de la navigation, à travers des publicités un petit peu toxiques, intempestives, comme le disait aussi Johan, ou même sur les réseaux sociaux. Donc les contenus pornographiques peuvent être choisis ou subis. Maintenant, je vais tenter de vous présenter les deux schémas, les deux scénarios possibles. Lorsqu'elle est choisie, la pornographie se trouve en quelques clics via un moteur de recherche, classique sur des sites où sont répertoriés des contenus par catégorie, etc., etc. On peut parler aussi de nombreuses stratégies d'incitation à ce qu'on appelle l'abonnement premium, donc c'est des contenus qui sont payants, exclusifs, etc., sur les sites pornographiques. On peut parler par exemple de certaines promotions, ça a beaucoup circulé sur Internet à l'occasion du premier confinement par exemple. Il y avait voilà, des contenus premium qui étaient gratuits pour inciter l'utilisateur après à s'abonner. Voilà. Cette stratégie, en fait, elle montre plus généralement l'envie de ces sites pour adultes de conquérir de nouveaux publics, de donner une image un peu plus accessible, un peu plus populaire. Mais il existe aussi des plateformes proposant des services d'achat, en fait, d'actes sexuels. C'est un peu une nouvelle façon de consommer maintenant du porno sur Internet. Et ça s'était notamment démocratisé pendant la crise du Covid, pendant le confinement, mais ça existait déjà avant. Pendant le premier confinement, par exemple, les inscriptions sur OnlyFans, c'est l'une des plateformes, je vous détaillerai tout à l'heure, ont quand même augmenté de 75%. Sur Mime, c'est une plateforme concurrente, le nombre d'utilisateurs est passé de 60 000 à 145 000 en un an. Voilà. Donc OnlyFans et Mime, les deux plateformes que je viens de citer, on les appelle aussi l'Instagram du porno, parce qu'il n'y a pas de bannissement de la nudité. Et en fait, via un système d'abonnement, les créateurs de contenu proposent des vidéos, des photos, etc. Je tiens quand même à rappeler qu'à la base, ces plateformes ne sont pas dédiées à du contenu pornographique, mais simplement à Mime, c'est Meet Your Model, ça peut être des artistes, ça peut être des musiciens, ça peut être des photographes, ce n'est pas uniquement dédié à du contenu pornographique. Je vous ai trouvé aussi quelques témoignages en ligne d'utilisateurs de ces plateformes. Alors je cite, aujourd'hui cela me permet de gagner ma vie sur une créatrice de contenu. Je perçois environ 1 500 € par mois grâce à mes photos. En décembre 2020, j'ai atteint les 3 000 €. Un témoignage intéressant d'un utilisateur aussi sur OnlyFans qui dit « Le porno classique, c'est vu et revu. J'avais envie de nouveautés, du contenu plus original. J'avais entendu parler d'OnlyFans et pendant le premier confinement, avec le temps à tuer, l'absence de rencontres et les économies que je faisais, je me suis dit pourquoi pas. » Donc on voit bien qu'il y a une monétisation du corps aujourd'hui sur Internet. Et à ce titre, un rapport publié en juin 2019 par la fondation CEL, qui lutte contre la prostitution, est catégorique. Aujourd'hui, les victimes de la prostitution sont de plus en plus jeunes. Et il y a également le mouvement d'UNI, c'est une association qui lutte quotidiennement contre la prostitution. Donc la présidente Claire Kidé qui a déclaré « Les sites comme OnlyFans participent beaucoup à la banalisation de la sexualité marchande, à l'omniprésence de la pornographie également. On a l'impression que ce n'est pas si grave car il ne s'agit que de photos. Il y a une sorte de déni chez la plupart des personnes qui se prostituent. Certaines jeunes filles, par exemple, ne voient pas qu'il y a de mal à faire plaisir aux amis, etc., à leurs petits copains, à leurs abonnés. » Donc ça, c'était pour le porno choisi. On va parler maintenant du porno subi. Les contenus pornographiques peuvent également être subis. On peut parler par exemple du manque de modération sur certaines plateformes. Sur les réseaux sociaux, le revenge porn, c'est un exemple flagrant. Alors le revenge porn, je le rappelle, c'est la divulgation de photos à caractère sexuel sans le consentement de la personne dans un but de vengeance. Dans ces publications, le nom des personnes ainsi que leurs adresses sont présents. D'accord ? Donc vous vous doutez bien des conséquences dramatiques qui ont abouti sur de nombreuses histoires de harcèlement. Voilà. Pendant le confinement, des comptes appelés aussi ficha, d'accord, ont été affichés, ont été énormément populaires sur les plateformes, particulièrement sur Snapchat et Telegram, qui ont été assez peu réactifs. Reprenons l'exemple d'Amourante, par exemple, dont je parlais plus tôt.
photos, vous savez, avec le bikini, la piscine en plein live. Elle a reçu des bannissements, mais en réalité, ces bannissements ne sont pas très durs, puisque d'une certaine façon, ça fait aussi gonfler le score de la plateforme, puisque c'est des contenus qui sont énormément regardés par les utilisateurs. Voilà, donc les accès au contenu pornographique sur Internet sont multiples, d'accord, et aussi en pleine croissance quand on regarde les chiffres. Ces contenus peuvent être choisis, peuvent être subis, et même à l'origine de certaines cyberviolences et cyberharcèlements. Donc l'importance de parler des outils et des conseils pour mieux réagir est donc primordiale pour protéger les adolescents, les enfants plus généralement. Donc je redonne la parole à mes collègues et je vous remercie. Merci Rémi pour ton intervention. J'espère qu'elle suscitera des questions et des interrogations parce qu'elle était très intéressante. Donc, par rapport à ce porno subi, nous souhaitions vous présenter et vous parler d'outils qui permettent de protéger nos enfants et nos jeunes. Je donne la parole à Julien. Merci. Alors effectivement, aujourd'hui, maintenant qu'on a établi certains éléments autour de l'hypersexualisation, de la sexualité et de la pornographie, il est important de parler d'outils. Le premier outil, qui est la clé finalement dans beaucoup de sujets, ça va être la communication. Aujourd'hui, il est nécessaire de parler de sexualité, d'hypersexualité, d'hypersexualisation à nos enfants, parce que c'est le monde dans lequel ils vivent et il faut que vous puissiez les accompagner. Donc l'objectif de Souhaite Binaire, c'était aussi de vous donner des informations pour pouvoir accompagner vos enfants. Ça, c'est dans l'échange que l'on peut vous conseiller ce genre d'approche. Maintenant, effectivement, dans la technique, il y a des outils que l'on peut mettre en place qui sont 100% gratuits et qui vont permettre de limiter l'accès à ce genre de contenu ou même de le bloquer complètement. Johan a parlé de publicité, tous deux, Rémi et Johan, ont parlé de beaucoup de choses. Donc on a eu un point sur les publicités. Aujourd'hui, en termes d'outils gratuits pour bloquer les publicités inappropriées, vous avez ce que l'on appelle Adblock. Adblock, c'est une solution gratuite, d'accord, que l'on retrouve sous Google, ou même que l'on peut mettre sous Firefox ou Internet Explorer, qui vont vous permettre de bloquer, c'est un bloqueur de publicité. Donc son objectif premier, c'est de limiter les pop-up, comme disait Johan, qui vont apparaître devant vos enfants et de fait de les protéger de ce type de contenu. Parallèlement à ça, quand on continue sur Internet, on a un autre plugin qui s'appelle SafeSearch. SafeSearch, c'est un plugin qui va être juste superbe. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre aux enfants d'aller vers quand ils vont taper un mot-clé, d'aller vers un contenu approprié. Je vous donne un exemple très très simple que j'ai vécu en intervention. J'avais un professeur en CM1 qui transmettait à ses élèves les notions autour des animaux, mâle, femelle. Alors très bien, quand vous tapez chien, quand vous tapez chat, ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand on passe du côté féminin, les résultats que l'on peut trouver ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend. Et SafeSearch propose de vous donner des résultats explicites. D'accord ? Donc quelque part, ça protège les enfants autour de certains mots-clés qu'ils vont taper sur Internet et forcément, ils ne se posent pas réellement la question de ce qu'ils vont trouver. Donc l'objectif, c'est d'aller au plus simple et de leur proposer des contenus qui soient appropriés. Donc là, on a vu deux outils qui sont plutôt très très simples à mettre en place, qui sont Adblock et SafeSearch. Donc ça, William vient de vous le mettre dans la conversation, c'est très bien. Parallèlement à ça, ce que l'on peut aussi vous proposer, c'est pour les enfants qui adorent YouTube, de passer peut-être sur la plateforme, et selon leur âge, sur la plateforme YouTube Kids. YouTube Kids va vous permettre de rentrer l'âge de vos enfants et de faire en sorte qu'ils n'accèdent qu'à des contenus en lien avec leur âge, ce qui va déjà vous apporter une certaine sérénité dans l'accès à des contenus et derrière, ça n'exposera pas votre enfant. Pour finir, on a une application qu'on affectionne plutôt à l'association qui s'appelle Google Family Link, qui permet d'avoir un suivi, finalement c'est un contrôle parental, qui permet d'avoir un suivi modéré ou pas, finalement c'est vous qui choisissez sur l'activité numérique des enfants. Alors je m'explique, grâce à Google Family Link, vous pouvez suivre ce que consulte votre enfant,
à quel site il a accès, à quels réseaux sociaux, le temps que passe votre enfant devant les écrans. Et tout ça, c'est modulable. Vous pouvez soit vous dire que vous allez recevoir l'information pour l'analyser, ou soit, dans un second temps, appliquer certains blocages, d'accord? Et ça, c'est seulement vous qui le décidez. Alors, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit fait dans le dos de l'enfant, il faut que ce soit fait, on est au XXIe siècle, en toute transparence. Il faut expliquer, accompagner l'enfant dans la démarche de compréhension de la mise en place d'un outil comme Google Family Link. Et une fois que tout le monde est d'accord sur le procédé et sur peut-être même les restrictions à mettre en place, ça permet de naviguer en totale sécurité. Donc voilà un petit peu les 4 outils aujourd'hui que l'on vous propose. Donc on va les rappeler. Adblock, qui est un bloqueur de publicité pour éviter les pop-up et les contenus inappropriés. On va avoir SafeSearch, qui va permettre d'avoir des résultats explicites, de ne pas rentrer sur des déviances quand on cherche un simple mot. On va avoir YouTube Kids, qui va permettre, selon la tranche d'âge des enfants, d'avoir des vidéos adaptées, d'accord? Et bien évidemment, on va avoir SafeSearch, qui là est plus un outil de gestion et de contrôle au niveau des parents. Mais encore une fois, rappelez-vous que ces 4 outils ne valent rien s'il n'y a pas la communication, du moins un socle de communication qui est créé au sein du foyer. Voilà pour les 4 et 5 petits outils. Je te rends la parole, Déborah. Alors, mon collègue vient de parler de communication. C'est des fois difficile de communiquer autour de la sexualité. Nous, on a un site qu'on affectionne particulièrement qui s'appelle On s'exprime. Donc, On s'exprime avec le petit jeu de mots qui permet vraiment d'avoir des informations assez simples, assez vulgarisées. Et il y a même sur ce site-là des questions-réponses d'adolescents. Donc vos ados peuvent aussi poser leurs questions et des professionnels de la sexualité pourront du coup leur répondre. Je trouve ceci vraiment intéressant. Et on a aussi la plateforme qui peut aider, la plateforme iParent, donc i-parent avec un s.fr, qui est une grande FAQ, finalement, une grande foire aux questions, où on a essayé déjà d'injecter questions-réponses qui pouvaient être les plus utiles et les plus demandées. On a diverses thématiques, les réseaux sociaux, les cyberviolences, la santé numérique. Bref, on vous invite à vous rendre sur cette plateforme-là, ne serait-ce que pour répondre peut-être à certaines de vos questions. Bien évidemment, il n'y aura pas tout, hein. On n'a pas la prétention de répondre à tout, mais voilà, vous pouvez aussi nous transmettre vos questions pour qu'on les intègre dans le site et que ça serve à d'autres parents. Donc n'hésitez pas, c'est une plateforme collaborative. Merci Julien. Je vais vous parler juste une petite minute sur les structures d'accompagnement. Donc vous savez que nous intervenons sur toute la région PACA, plutôt sur le côté hypersexualisation et sexualité, mais nous n'avons pas de structure, nous, sur site pour accompagner vos enfants sur ce thème-là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est dans chaque département, il y a toujours normalement un planning familial qui permet d'accompagner au mieux votre enfant sur ces sujets. Vous avez des espaces santé jeunes, vous avez les CEGID qui peuvent vous parler MST, SIDA et du coup de ces sujets-là. Vous avez les consultations jeunes consommateurs aussi qui peuvent quand il y a une addiction, parce que il y a des jeunes aussi qui développent des addictions autour du porno, donc les CJC peuvent vous aider, et vous avez aussi les MDA, Maisons des adolescents, qui sont normalement aussi sur chaque département. Nous avons un petit flyer autour des structures d'accompagnement autour de la sexualité, autour des réseaux sociaux, des jeux vidéo. N'hésitez pas, si vous la souhaitez, nous pourrons vous la faire parvenir. Donc, je remercie tous les intervenants de ce webinaire. J'ai omis de vous dire un petit quelque chose au début. Si aujourd'hui, avec Julien, nous n'avons pas de masque, c'est tout simplement parce que nous sommes testés et que nous pouvons nous permettre du coup de ne pas avoir de masque. Excusez-moi pour l'oubli de cette petite information. Nous allons laisser du coup la place aux questions pour le petit quart d'heure qu'il nous reste. Nous avons déjà une question. Est-ce que tu peux afficher en grand, s'il te plaît, William? Alors, je
Alors, c'est la question qui est juste au-dessus dans le fil Ouais, d'actualité. je la vois pas du coup. Non. Alors, je vais vous l'expliquer. Alors, vas-y. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, côté technique, Faites-vous des faites-vous des interventions interventions de de sensibilisation sensibilisation auprès auprès des des jeunes? jeunes? Alors, Hop là. faites-vous des Faites interventions de des interventions sensibilisation auprès des jeunes? Nous accompagnons des jeunes qui ont de 18 à 25 ans sur le Vaucluse. Alors oui, nous faisons des interventions sur le Vaucluse pour les jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un partenariat avec la CPAM et avec la région. Donc je vais vous laisser, enfin mon collègue William va vous laisser mon adresse mail. Je vous laisse revenir vers moi par mail et puis je vous donnerai toutes les informations possibles ainsi que... C'est ça. Il n'y a plus de son, donc je vais... Voilà. Oui, pardon, je m'excuse. Donc oui, pardon, nous intervenons du coup sur les jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un projet avec la CPAM et un autre projet aussi avec la région. Donc mon collègue va mettre du coup mon adresse mail et je vous répondrai dans ce sens-là avec une fiche projet, avec le projet que nous menons auprès des 16-25 ans. Alors, merci pour ces informations. Pourra-t-on avoir un récap de toutes les informations communiquées? Oui, on pourra vous fournir tout à fait un flyer. Je pense que Julien va nous faire un petit flyer dans ce sens-là. Alors, je ne vous le promets pas pour aujourd'hui parce que nous partons en congé à midi. Ouais. Mais dès la rentrée, vous aurez du coup ce webinaire en replay sur la page YouTube et ce petit flyer dès la rentrée du mois de janvier. C'est ça. Est-ce que William, tu peux afficher plus, s'il te plaît, pour que je puisse lire en entier? Ah non, je peux pas. Juste au-dessus. Alors, moi, je vais le faire. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Hop. Alors, on sait que beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, le visionnage du premier porno se fait sur le portable d'un copain. Y a-t-il un outil aussi pour les portables? Alors, Google Family Link, c'est un outil pour tout support, ordinateur, tablette, smartphone. Je pense que rapidement, on va l'avoir sur les montres connectées aussi. Donc, effectivement, alors vous ne pourrez pas contrôler le smartphone du copain, bien évidemment, mais l'idée, c'est déjà de pouvoir accompagner votre enfant avec des résultats probants qui viennent de l'analytique de Google Family Link. Donc, ça vous permettra de pouvoir le suivre. Merci pour votre retour. Association. Réseau. Oui, Dispositif tout d'abord. voilà, d'accord. Merci à vous aussi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Nous sommes à votre écoute. Dites-nous tout. Des questions, remarques Oui, absolument. Ce que vous souhaitez dire. Absolument. Ok. Vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez pour prendre la parole, c'est Tout à avec fait. plaisir. Donc, pour lever la main, vous avez un petit outil. Voilà, il y a une petite main comme ça. Vous cliquez dessus, elle passe en jaune et on vous donne la parole immédiatement. Alors, on a une question. Comment mobiliser les ados alors, c'est-à-dire sur... J'ai pas compris votre question. Ouais, si vous pouvez un petit peu la préciser. Après, je pense que c'est comment mobiliser les ados autour de cette problématique, finalement. Avant toute chose, c'est une approche. Si effectivement on arrive de but en blanc avec des process d'intervention d'il y a 20 ans, on ne va pas arriver à accrocher les jeunes. Aujourd'hui, il faut les mobiliser sur ce qu'ils vivent, il faut les mobiliser sur leur savoir. Il faut les mobiliser sur les outils qu'ils utilisent. Si on est en marge de ça, si on ne leur parle pas le même langage, on ne pourra pas introduire l'asexualité et l'hypersexualisation. Donc comment mobiliser les jeunes? Au travers de l'information, de la prise de conscience, de l'esprit critique. Voilà, leur faire comprendre, sans marteler l'information, qu'il y a une réflexion à avoir autour de tout ça. Et encore une fois, l'accès au premier porno se fait de plus en plus jeune. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement identifié que parfois la communication autour de ce sujet était compliquée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants vont venir demander aux parents, poser quelques questions. Si on n'est pas en capacité de leur répondre, ils vont aller chercher l'information ailleurs. Et c'est ce qui peut arriver avec ce premier visionnage sur le smartphone qui se fait de plus en plus tôt. Donc comment les mobiliser? En communiquant, en
développant leur esprit critique, en leur donnant les tenants et les aboutissants de cette problématique, en leur expliquant dans quel écosystème ils vivent, parce que ce sont de très bons utilisateurs, mais ils ne se posent jamais la question de ce qui se passe derrière et des mécanismes tels qu'on vient de vous les expliquer. Donc voilà. Ouais. Alors je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon collègue. C'est pas parce que vous n'avez pas de retour aussi sur l'instant T, parce que la prévention c'est aussi ça, hein. C'est pas de retour sur l'instant T que ce que vous avez dit, ce que vous avez expliqué, ce que vous avez laissé n'a pas de conséquences, en tout cas n'a pas un effet sur le jeune. Je pourrais revenir sur une intervention qui s'est passée sur le Pontet. On avait laissé des flyers dans un coin de la table. Et ben, devant les copains, on ne prend pas le flyer, mais on revient vite le prendre en courant et puis on repart dans l'autre sens pour faire style. Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris le flyer. C'est ça. Mais voilà, ils ont quand même pris l'information. Donc je pense que c'est un sujet où c'est vrai que les jeunes ont du mal à en parler, les adultes aussi. C'est un peu tabou. Et laisser des petites informations par-ci, par-là. Et puis je vous assure que les jeunes s'en emparent. Oui. Même si sur le coup, ils vont vous dire ouais, non, moi ça ne m'intéresse pas. Mais ils s'en emparent et vont voir un petit peu aussi par la suite. C'est ça. J'espère que nous avons répondu à votre question. Nous avons une nouvelle question. Alors, quelles sont selon vous les informations principales à transmettre aux parents sur ce sujet? Déjà ouais, alors moi je vais pas commencer par ça, j'aurais commencé par casser le tabou. Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est pas le discours du jeune vers le parent, c'est le discours du parent vers le jeune. Aujourd'hui, le plus compliqué, je pense, avec ce que l'on a constaté sur le terrain, c'est plus les parents, la difficulté des parents à en discuter avec les enfants. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut en parler. Parce que Internet transmet cette information et parfois, comme l'ont dit les intervenants Rémi et Joanne, ne transmettent pas la bonne information. Et il faut recentrer tout ça en parlant du consentement, en parlant de la sexualité, du rapport à l'autre, du rapport à soi-même. Donc, je pense que, ça c'est les éléments auxquels moi je pense, Déborah va en rajouter, mais c'est des informations importantes et principales, voilà, à remettre en avant en tout cas. Alors moi je souhaitais revenir sur la norme d'âge, parce que c'est, nous souvent on fait pas mal d'interventions auprès des parents, et ils n'ont aucune notion, souvent, je ne parle pas pour l'intégralité des personnes, sur pourquoi les réseaux sociaux sont à partir de 13 ou 15 ans. Et je pense que c'est important de replacer ça et de replacer aussi ce qu'on appelle la norme PEGI. La norme PEGI qui est présente sur les jeux vidéo, pourquoi un jeu est déconseillé au moins de 18 ans, derrière expliquer pourquoi aux parents. Voilà, je pense que c'est important de remettre le parent au centre de ces informations et aussi replacer le parent sur sa stature de parent, parce que nous les enfants nous le disent pendant les interventions. Dire oui mais moi mon papa, ma maman m'a donné l'autorisation parce qu'il ne sait pas ce qui s'y passe. Et je pense que c'est important de faire prendre conscience aux parents de ce qui se passe sur ces réseaux et ce qui se passe sur ces jeux vidéo. C'est ça. Voilà. Accepter cette communication venant des adultes, souvent rejeter ça, c'était la réponse en complément. Voilà. Alors, selon vous, à partir de quel âge il faut parler de sexualité aux enfants? Je pense qu'on n'a pas d'âge, mais plutôt de maturité du jeune. Exactement. Moi je pense, parce que c'est exactement ça. On va avoir des classes où parler de bisexualité en CM1, ça pose pas de souci parce que les jeunes sont déjà très renseignés, on en a déjà discuté avec leurs parents, on en a discuté avec d'autres associations que la nôtre, et où moi je vois que ça pose pas de problème. On a des classes de CM1 qui sont plutôt encore bébés et qui ne souhaitent pas parler de sexualité, qui sont sur d'autres préoccupations. Comme l'a très bien souligné Déborah, ça dépend de la maturité de votre enfant. Et ça dépend aussi de l'exposition qu'il aura eue aux écrans et parfois au contenu inapproprié. Un enfant qui va consommer des réseaux sociaux très tôt, qui va être sur YouTube, il va être exposé à ces contenus inappropriés de par les publicités et les pop-up. Cet enfant aura acquis une certaine maturité et pourra peut-être plus parler de sexualité qu'un autre qui n'aura pas été exposé. Et ça, c'est principalement un ressenti. Il n'y a pas d'âge.
en tant que parent, on doit ressentir quand notre enfant est prêt. Alors attention, il ne faut pas non plus être dans le faux et repousser ce moment-là en se disant « mon enfant n'est pas prêt ». Il y a un moment donné où il faudra en parler. L'âge, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Là où vous, aujourd'hui, vous allez estimer qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il sera prêt à le voir avec un camarade. Donc voilà, c'est une approche, c'est une compréhension et c'est voilà, c'est la maturité de l'enfant, comme l'a dit Déborah. Alors, nous avons une question de Madame Malcari. Donc, nous avons monté un projet financé par l'ARS dans la vallée d'Estéron sur la prévention des risques liés aux écrans que nous envisageons de prolonger pour en faire venir sensibiliser ados et parents. Quel coût pour une intervention? Alors, ce que je vous permets. Beaucoup de questions. Récupérez mon adresse mail. Donc, William va la remettre. Je vous donnerai toutes les informations par mail. Alors, si je ne me trompe pas, la vallée de l'Estéron, c'est sur le haut du 06. Donc, nous intervenons en e-prévention, donc des actions de prévention à distance. Mais voilà, revenez vers moi, ça ne me pose pas de soucis. William a remis du coup mon adresse mail, n'hésitez pas. Alors, autre question, j'ai l'impression que c'est aussi un effet de groupe entre ados et pré-ados. Je me suis aperçu que mon fils, en début de 5e, avait visionné des contenus pornographiques en mon absence. Pourtant, nous avions déjà parlé de sexualité ensemble. Alors, il faut aussi comprendre quelque chose. Si vous communiquez autour de ce qu'il a vu, en amont et puis après, vous pourrez lui expliquer que ce qu'il a vu n'est pas représentatif de la réalité. D'accord? En soi, votre enfant est dans la tranche d'âge aujourd'hui. Si on prend une étude qui a été reprise par le 20 minutes, l'âge du premier porno, c'est 11 ans et demi. D'accord? Donc l'idée derrière tout ça, c'est encore une fois communiquer, vous l'avez très bien fait. Donc ça veut dire qu'il a été exposé à ce contenu inapproprié, mais peut-être qu'il ne l'a pas compris de la même façon que les autres. C'est-à-dire que les répercussions, il ne va pas être dans une banalisation de ce qu'il a vu, mais dans une fracture entre « ok, ce que je vois, c'est une vidéo, un film, c'est scénarisé ou pas, mais ce n'est pas représentatif de la réalité ». Et c'est ça le plus important en fait. Je comprends qu'en 5e, pour vous, ce soit trop tôt. Mais c'est toujours trop tôt, c'est ça. Mais il y a une réalité du terrain. En fait, les outils que l'on va donner, que l'on vous a donnés, ils permettent d'accompagner l'enfant et d'être dans une optique aussi préventive en communiquant avant avec l'enfant pour lui expliquer. Donc vous avez rempli la démarche. Après, dites-vous peut-être que vous avez eu aussi de la chance de le savoir, donc du coup vous pouvez en discuter encore avec votre enfant pour qu'il comprenne mieux que c'est inadapté, que ok il l'a vu, bon très bien, il l'a vu avec en effet de groupe, ok, que c'est pas approprié à son âge, que ce qu'il voit c'est pas la vérité et que finalement c'est pas utile quand on est en 5e de regarder ce type de contenu. C'est voilà, il n'y a pas de clé de la réussite, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Merci Julien pour ton retour. Alors, Avez-vous d'autres questions? Alors ça c'est Rémi qui nous donne une petite information et qui répond du coup, il n'a pas besoin d'âge pour aborder, pour aborder la question du consentement et l'intimité du corps, par exemple. Le discours évoluera en fonction des besoins de votre enfant, sa maturité, la communication sans tabou permettra d'éviter la perte de contrôle. Oui, alors c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Il parle de consentement, ben oui, je suis désolée, mais le consentement, c'est dès la naissance, leur parler que leur corps leur appartient, que leur sexe leur appartient et qu'on ne peut les obliger en rien. Et ça, je pense que dès l'âge d'1 an, on peut déjà parler autour de ça. Bien sûr, c'est des valeurs qui sont très importantes, le consentement. On note dans certains établissements que le consentement se perd. Un exemple très simple, on leur demande quand on vous dit oui, ça veut dire quoi? Oui, quand on vous dit non. Je ne dis pas qu'on scinde la classe en deux, mais on va avoir 2 tiers qui vont dire bah non, ça veut dire non, et un tiers qui dit non, ça veut dire oui, en rapport à ces fameux contenus inappropriés et surtout aux vidéos pornographiques, qui en majeure partie se déroulent comme ça. Une femme qui va dire non 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis qui va dire oui, mais c'est scénarisé, ce n'est pas représentatif de la réalité. Et puis pour finir, on leur demande quand on ne vous dit rien, quelle est la réponse selon vous à comprendre? Ben, quand on ne dit rien, c'est que c'est oui. Et là, il faut revenir complètement, déconstruire pour reconstruire au XXIe siècle. Quand on ne dit rien, c'est que c'est non. Voilà. On a une petite vidéo là-dessus qui s'appelle La tasse de thé, qui est sur le consentement.
Elle est vraiment adaptée Elle est pour super. les jeunes et elle est exceptionnelle. Ouais. Vraiment, est-ce que William va vous mettre le lien tout de suite? Vraiment, C'est ça. regardez ces vidéos et faites-la regarder à vos enfants sur le consentement. Elle est juste Ouais. très très bien faite. Il n'y a pas l'homosexualité n'arrive Non. qu'à la fin. Voilà, vraiment, c'est des petits bonhommes en bâton avec une tasse de thé. C'est très très bien amené. Donc effectivement, Déborah a raison. N'hésitez pas à la visionner, à la faire visionner à vos enfants. Je vous invite à la regarder avant quand même, Oui. pour voir si elle ne vous choque pas et s'il n'y a pas de problème. C'est la démarche de toute façon à adopter. Toujours avant s'informer, puis transmettre l'information. Mais voilà, on vous la met dans les commentaires. Alors, si vous n'avez plus de questions, nous vous remercions Oui. pour votre écoute, pour vos questions. N'hésitez pas, voilà, vous avez mon adresse mail à revenir vers nous. En tout cas, nous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année entourées d'amour, de chaleur Profitez bien. et de tout ce que l'on peut, C'est ça. vous souhaiter. Et nous espérons du coup à l'année prochaine pour un prochain webinaire. Alors le prochain webinaire va avoir lieu au mois de février pendant les vacances du coup de février et elle sera sûrement sur Metaverse. Enfin, voilà. Mais nous vous enverrons le mail sans problème. Nous vous remercions. Peut-être Julien, tu as quelque chose Et à on dire? remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, William à la technique, Héloïse, Joanne et Rémi qui sont nos intervenants et qui ont participé à ce webinaire. Merci à tous et puis pareil que toi, bonne fête de fin d'année, profitez bien et puis on vous retrouve en février. Merci Julien. Au revoir. Au revoir.